Depuis le début des années 60, l'homme ne cesse de repousser ses limites en matière d'innovation et de technologie. En 1962, alors que le communisme faisait force, l'US Air Force demande à un petit groupe de chercheurs scientifiques de créer un réseau de communication militaire capable de résister à une attaque nucléaire. Le concept de ce réseau reposait sur un système décentralisé permettant au réseau de fonctionner malgré la destruction d'une ou de plusieurs de ses machines. En août 1969, indépendamment de tout objectif militaire, le réseau expérimental ARPANET fut créé par l'ARPA, un centre de recherche en projets avancés, afin de relier 4 instituts universitaires, le Stanford Institute, l'Université de Californie à Los Angeles, l'Université de Californie à Santa Barbara et l'Université d'Utah. Le réseau ARPANET est aujourd'hui considéré comme le réseau précurseur d'Internet. Il composait déjà à l'époque certaines caractéristiques fondamentales du réseau actuel. Un ou plusieurs nœuds du réseau pouvaient être détruits sans perturber son fonctionnement, la communication entre machines se faisait sans machine centralisée intermédiaire, et les protocoles utilisés étaient basiques. En juillet 1972, Lawrence J. Roberts améliora les possibilités ouvertes par ses collègues, chercheurs antérieurement en développant la première application permettant de lister, de lire de manière sélective, d'archiver, de répondre ou de faire suivre un email. Dès lors, la messagerie électronique n'aura de cesse de croître pour devenir la principale utilisation des réseaux du début du XXIe siècle. Internet est un réseau reliant d'autres réseaux à tous les ordinateurs de la planète. Aujourd'hui, ce vaste système est disponible et accessible publiquement par tout le monde et à n'importe quel moment. Le monde entier peut partager et échanger des informations. Cette invention est décentralisée, ce qui signifie qu'aucune entité ou appareil n'en a le contrôle. Un ordinateur peut se rallier au web par le biais de câbles téléphoniques, de données numériques, fibres optiques ou lignes sans fil. Les différentes bases de données permettent d'échanger des informations d'avant en arrière. Internet est utilisé par plus de 3,5 milliards de personnes dans le monde en 2016, comme l'affirme un article consulté sur le site Le Journal du Net. Internet est d'ailleurs l'un des principaux contribuables de la mondialisation et mise en relation de différents pays du monde. À l'intérieur de ce réseau existe le Deep Web. Le Deep Web, ou Web profond en français, désigne la partie de la toile accessible en ligne, mais non indexée par les moteurs de recherche classiques généralistes tels que les plus célèbres d'entre eux, Google, Yahoo ou encore Bing. Certains moteurs tels que Bayes prennent en compte cette partie du réseau. Cette terminologie oppose Web profond à Web surfacique. Le Web surfacique est la partie du World Wide Web qui est accessible en ligne et indexable. Le Deep Web représenterait 96% de l'intégralité du web, alors que le web accessible par tous ne représenterait que 4% du contenu. C'est en accédant à cette plateforme, le Dark Web, qu'on entre dans l'univers sombre du réseau infini qu'est Internet. On emploie souvent l'expression « la partie immergée de l'iceberg » quand on veut parler d'un phénomène masqué. Eh bien, le Dark Web, c'est un peu l'iceberg caché du monde des internets. Activités illégales y émergent en abondance, sans remords ni scrupules de la part de leurs précurseurs qui en tirent toutes sortes de profits. Vente de drogue, d'armes, blanchiment d'argent ou encore tueurs à gages. C'est aussi cet anonymat qui permet à des groupes terroristes, néo-nazis ou pédophiles, ou encore journalistes ayant été réduits au silence par les régimes dictatoriaux de leur pays, de communiquer sans s'inquiéter de possibles répercussions, leur sécurité étant assurée par des protocoles informatiques invisibles par des réseaux superposés. En outre, s'y trouve un amas de données à l'abri des regards indiscrets. Mais malgré ces diverses activités s'éloignant au plus haut point des standards d'éthique morale, une interrogation se présente. La liberté d'expression donne-t-elle le droit d'aller à l'encontre des principes moraux et fondamentaux de l'humanité sur le Deep Web ? Pour commencer, pour vous, combien de pourcentage pouvons-nous percevoir de l'ensemble d'Internet ? Vous direz probablement un pourcentage large, ou bien la moitié qui est de 50%. Eh bien vous vous trompez. Nous ne pouvons voir que 5%, seulement 5. Il y aurait donc 95% que nous ne pouvons pas entrevoir. Cela peut paraître invraisemblable, mais c'est une réalité. Certes perturbante, mais c'est une réalité. Une étude de juillet 2001, réalisée par l'entreprise Bright Planet, estimait que le web profond pouvait contenir 500 fois plus de ressources que le web indexé par les moteurs de recherche. Ces ressources, en plus d'être volumineuses, sont souvent de très bonne qualité, notamment parce que la compression des fichiers y est moins conséquente. Mais il s'agit tout de même de ressources illégales.
Ce web profond était en fait visible lorsqu'Internet fut créé, mais il fut censuré par la suite par les moteurs de recherche que nous connaissons. Cela a donc constitué la face cachée d'Internet. Cela a été censuré, donc interdit par la loi, car dans cette partie d'Internet se cachent des activités plus ou moins illégales. Beaucoup de sites du Deep Web ont été fermés et supprimés par les cyberpoliciers, mais ont été réouverts peu de temps après par les utilisateurs du Deep Web. Il y a donc une démarche qui intervient contre cet Internet sombre. Mais comment expliquer que, dans les millions de personnes qui s'y connectent dans le monde entier, très peu de personnes sont arrêtées? Eh bien cela est dû à un réseau informatique mondial appelé Tor. Il se compose d'un certain nombre de serveurs, appelés nœuds du réseau et dont la liste est publique. Ce réseau permet d'anonymiser l'origine d'une connexion informatique. Cela peut entre autres servir à anonymiser la source d'une session de navigation web ou de messagerie instantanée. Cependant, l'anonymisation du flux n'est pas suffisante, car l'application peut potentiellement transmettre des informations permettant d'identifier la personne. C'est pourquoi le projet Tor développe également un navigateur web basé sur Firefox. Ce navigateur est nommé Tor Browser, qui a été spécialement modifié pour préserver l'anonymat de leurs usagers. Tor est aussi un outil de contournement de la censure sur Internet. Il permet aux personnes l'utilisant d'accéder à des sites, contenus ou services bloqués dans certaines zones du monde. Tor fait circuler le trafic de ses utilisateurs via une série de relais. Ce procédé signifie que la localisation d'une connexion est transférée dans plusieurs lieux du monde dans un intervalle d'environ 30 secondes. Cela permet donc de ne pas être tracé. Il est aussi possible pour chaque utilisateur ou utilisatrice de publier des contenus via les services Onion de Tor sans révéler la position de ces services. Mais il existe aussi une autre forme d'anonymat dans le Deep Web. Il s'agit du Bitcoin, une monnaie virtuelle multilingue appelée aussi crypto-monnaie. Le Bitcoin a été fondé par le japonais Satoshi Nakamoto et développé par Vladimir van der Laan. Sa première version date du 3 janvier 2009, mais il a été amélioré et finalisé dans sa dernière version 0.13.1 le 27 octobre 2009. Le Bitcoin provient de l'anglais bit, qui signifie unité d'information binaire, et coin signifie, lui, pièce de monnaie. Son unité de compte est limitée à 21 millions d'unités et divisible jusqu'à la 8e décimale. Toutes les transactions sont vérifiées par les nœuds du réseau et enregistrées dans un registre public quasi infalsifiable appelé blockchain. Le système fonctionne sans autorité centrale, ni administrateur unique. Bitcoin est la plus importante monnaie cryptographique décentralisée avec une capitalisation proche de 10 milliards d'euros en 2016. Les bitcoins peuvent ensuite être échangés contre d'autres monnaies, biens ou services. Le prix de la crypto-monnaie est fixé principalement sur des places de marché spécialisées. Il n'y a pas d'autorité centrale pour fixer le prix. Et selon la loi de l'offre et de la demande, le prix de la crypto-monnaie peut varier d'une place d'échange à une autre. En tant que moyen de paiement, Bitcoin est accepté par un nombre croissant de commerçants qui ont des frais de transaction généralement inférieurs aux 2 à 3% pratiqués par les organismes de cartes de crédit et oscillant, pour le système Bitcoin, entre 0 et 2% du montant de la transaction. Contrairement aux cartes de crédit, les frais éventuels sont à la charge de l'acheteur et non du vendeur, qui choisit d'en payer volontairement. Une transaction Bitcoin est irrévocable et ne peut être annulée. Malgré une croissance de 500% du nombre de marchands acceptant le Bitcoin en 2014, la crypto-monnaie n'est pas encore très implantée dans le commerce de détail, mais continue de s'implanter dans les échanges commerciaux. Depuis sa création en 2009 et jusqu'à la fermeture par les autorités américaines de Silk Road, Bitcoin a été utilisé majoritairement comme moyen d'échange par des réseaux criminels pour des jeux d'argent, acheter des substances illicites et des bases de données piratées. La crypto-monnaie a attiré l'attention des régulateurs financiers, des organes législatifs de différents pays, notamment américains, et des médias. Néanmoins, ces dernières années, la crypto-monnaie a mûri et un nombre croissant d'études conclut que ces activités illégales, bien qu'elles existent toujours comme dans tout système de paiement, ne représentent plus qu'une part minoritaire des échanges de la crypto-monnaie. Le Sénat américain reconnaît par ailleurs que le Bitcoin permet de fournir parfaitement des services financiers légitimes. Dark Web et Deep Web. Connaissez-vous la différence? Il ne faut pas confondre les termes Dark Web et Deep Web, qui font appel à un ensemble de notions différentes, car le Darknet, contrairement au Deep Web, est une face beaucoup plus sombre d'Internet. Dark et Deep Web, on aurait presque l'impression qu'il s'agit de la même chose.
Il existe d'ailleurs certains reportages sur ce sujet, plus ou moins délicats, comme par exemple reportage intitulé Darknet, le côté obscur du web, d'Envoyé spécial en 2014. Vous vous en doutez, en réalité, ces termes pourtant proches désignent différents aspects du web invisible. Le dark web est connecté au réseau internet public, mais y accéder suppose l'utilisation de logiciels, protocoles, configurations spécifiques et ou l'attribution d'identifiants. Le dark web constitue donc une petite partie du deep web qui l'englobe, mais sans s'y limiter. Le dark web est distinct des autres réseaux distribués car le partage y est anonyme, c'est-à-dire que les adresses IP ne sont pas partagées publiquement, et donc les utilisateurs peuvent communiquer avec peu de crainte d'interférence gouvernementale ou d'entreprise. Pour ces raisons, le dark web est souvent associé avec la communication de type dissidence politique et les activités illégales comme par exemple le cybercrime. Plus généralement, le dark web peut être utilisé pour décrire tout type de sites non commerciaux sur Internet ou pour référer à toutes les technologies et communications du web underground, plus communément associées avec les activités illégales ou dissidentes. Les utilisateurs de ce réseau sont donc principalement les hackers, même si n'importe qui peut y parvenir. Il suffit juste de savoir comment faire pour accéder au deep web. Le terme hacker est issu du verbe anglais to hack, qui signifie découper quelque chose. Il fait l'analogie avec la décomposition des étapes en plusieurs parties, afin de les réassembler pour en faire éventuellement quelque chose de nouveau, de plus performant. On emploie également les termes bidouiller ou bricoler. Le hacker est donc avant tout un bidouilleur, si on fait l'abstraction de tout but qu'il peut chercher à atteindre. En fait, il cherche simplement à améliorer son mode de vie, en bidouillant quelque chose pour arriver à ses fins. Donc, le hacking est simplement le fait de détourner un objet ou une entité de son but premier. Nous pouvons donc noter par là que l'on pourrait à nouveau parler de hacking de façon générale pour la vie de tous les jours, et non pas juste au sujet de l'informatique. Vous pouvez très bien hacker un distributeur de boissons en faisant tomber une canette sur une autre qui était coincée. Cet exemple peut paraître dérisoire, mais il s'agit bien d'un petit hack. L'utilisation normale du distributeur est détournée pour obtenir une deuxième canette. Le hacker au sens informatique est donc une personne qui cherche à connaître le fonctionnement détaillé d'un système et partir à la recherche de petites combines qu'il juge pratiques et qui permettent de créer quelque chose d'autre ou de meilleur. Il détourne donc un système ou réseau de son but initial. Ce détournement peut être tout à fait légal et utile. D'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup d'inventions et de systèmes que l'on utilise viennent du travail des hackers. On les appelle les white hats. Mais bien sûr, ce détournement peut aussi être illégal. Typiquement, il s'agit d'exploiter des bugs ou des faiblesses pour gagner l'accès à une machine. Et c'est probablement la définition la plus populaire de ce terme. Ces hackers malveillants sont appelés, eux, les black hats. Dans le dark web, plusieurs services sont disponibles, comme la vente de cartes bancaires volées, la création de faux diplômes ou la vente de faux passeports. Les black hat hackers mettent ensuite à disposition leurs services sur le dark web. Cela peut aller de l'achat de numéros de cartes bancaires ou de clones, qui sont des copies de cartes bancaires avec le code PIN fourni pour pouvoir l'utiliser en magasin ou pour des retraits, jusqu'à l'achat de diplômes, la plupart du temps avec inscription dans les bases de données de la fac-école concernée, rendant le tout indétectable. Il faut entre 2 000 et 3 000 euros environ pour un Master 2 à la Sorbonne. Et bien entendu, cela concerne aussi l'achat de faux papiers. Il propose aussi le blocage total des communications téléphoniques et Internet d'une entreprise ou d'un particulier pour un prix allant jusqu'à 20 euros par jour. Ensuite, les hackers peuvent proposer une mise sous écoute électronique de l'intéressé avec toutes les informations disponibles sur son serveur privé. Cela va même jusqu'à la disparition mystérieuse d'une personne ou de toute base de données, de sécurité sociale, de son compte en banque, de sa scolarité, et cela pour une dizaine de milliers d'euros. Mais il existe aussi la possibilité de rendre la vie impossible à une personne. Un hacker peut facilement faire perdre son travail à quelqu'un seulement en publiant des images pornographiques truquées de l'intéressé. Nous avons ensuite mené une enquête afin de connaître les différentes activités qui existent dans le dark web. Pour cette enquête, nous sommes allés à l'extrême d'Internet. Et comme nous, si vous vous rendez sur le dark web, et d'ailleurs nous vous le déconseillons, la première chose que vous verrez, ce seront de nombreux sites de vente de drogue ou de médicaments illicites comme la testostérone, ou bien encore les contrefaçons. Ces sites sont prêts à vous envoyer votre commande jusque dans votre boîte aux lettres si le prix est suffisant. Toutes les sortes de drogues sont disponibles dans le dark web. Par exemple, vous pouvez prendre 10 capsules de LSD pour 0,160 bitcoin, c'est-à-dire pour environ 100 euros. Les substances illicites sont sous vide et sont, la plupart du temps, camouflées dans de faux objets pour échapper à la douane. Ces sites font de même pour les armes ou autres objets dont la possession est illégale.
Il a été vu qu'un revolver a été envoyé à son destinataire dans du papier bulle à l'intérieur d'une chaîne IFI. Avec cet ingénieux système, l'arme passe la douane sans problème, pour 1 000 € et comme n'importe quel autre colis. La plupart de ces objets se payent en bitcoin, de manière à simplifier la transaction, et pour qu'il n'y ait pas de rencontre. Et puisque 70% de ces sites sont des scams, c'est-à-dire que ce sont de faux sites prêts à tout pour escroquer les nouveaux utilisateurs, ces sites sont très communs dans le dark web. Il n'est pas étonnant que de nombreux utilisateurs ont vu leur compte bancaire diminuer après avoir rentré leurs coordonnées pour régler une transaction. Il y a aussi de nombreux objets rares et insolites comme de l'or ou des cristaux. Nous pouvons même y trouver d'autres objets provenant du braconnage d'espèces protégées ou non. Il s'y vend des cornes de rhinocéros ou encore des défenses d'éléphants provenant d'Afrique. Chaque animal victime d'un braconnier subit de graves blessures et le plus souvent en meurt. Cela nous prouve que beaucoup de ces utilisateurs ne font part d'aucune pitié et sont prêts à tout pour se faire de l'argent. Mais il y a plus inquiétant. On ne trouve pas que de la drogue ou autres objets illicites dans le dark web. Il existe en effet des services tout aussi illégaux. D'autres personnes que nous, ou les hackers, peuvent circuler dans le dark web de manière anonyme. Et ces personnes-ci sont d'autant plus effrayantes. Il y a tout d'abord des individus que l'on appelle les tueurs à gages. Un tueur à gages est une personne qui se fait rémunérer pour assassiner d'autres personnes. Et comme il n'a aucun lien direct avec ses victimes, il est beaucoup plus difficile de l'identifier, comme de remonter à son commanditaire. De plus, il utilise souvent des pseudonymes. Spécialement sélectionnés, les tueurs à gages forment une catégorie particulière du personnel employé par les milieux du crime organisé pour ce que l'on nomme des contrats, pour effectuer les basses besognes, mais aussi divers règlements de compte. Souvent dénués d'émotion et de remords, ils exécutent souvent leurs meurtres selon les volontés expresses de leurs commanditaires, notamment pour ce qu'il y ait des lieux et des modalités des mises à mort. Il n'est pas rare que le tueur à gages assure aussi les fonctions de garde du corps ou de porte-flingue. Certains travaillent même à leur compte. Et si les tueurs à gages sont légion au cinéma, ils se font rares dans la vraie vie. En étudiant 39 années d'archives, un chercheur n'a identifié que 35 tueurs rétribués. Quant à la somme versée par le commanditaire, elle est très variable. Le plus petit contrat se chiffre à 200 livres, soit environ 240 €. Il faut dire que le tueur le moins cher n'avait que 15 ans au moment des faits. Le contrat le plus coûteux atteint 100 000 livres, soit 120 000 €, et concerne le meurtre de Robert Magil, en 1994. Une seule femme figure parmi les tueurs à gages identifiés, avec une prestation facturée à 8 500 €. Le dark web a sa mauvaise réputation non seulement à cause des vidéos pédopornographiques, mais aussi des vidéos montrant des actes de zoophilie. On y trouve également de la torture en ligne et du kidnapping. La prostitution infantile est bel et bien un fait réel, mais aujourd'hui, ce commerce sexuel concernant les enfants a un nouveau visage, le dark web. Ainsi, contrairement à l'Internet traditionnel, où les prédateurs sexuels sont assez facilement repérables, l'anonymat que leur confère le dark web rime avec liberté totale. Ils peuvent consommer des services sexuels d'enfants sans être inquiétés par les autorités. D'ailleurs, pour saisir l'ampleur du phénomène, la pédophilie est l'un des premiers contenus à avoir été diffusé sur le dark web. Des forums existent même dans lesquels les pédophiles s'échangent des conseils sur la manière d'aborder de jeunes enfants. Les sites pédopornographiques se développent en toute impunité, malgré les interventions numériquement musclées du FBI et d'Anonymous pour faire tomber certains d'entre eux, tels que Lolita City, pour n'en citer qu'un exemple. Lors d'une opération visant à fermer un réseau pédophile caché dans les tréfonds du dark web, le FBI a usé d'un outil de piratage maison afin de tracer et d'identifier des adresses IP. Un millier d'ordinateurs auraient ainsi été piratés par le FBI afin de fermer le plus grand réseau de pornographie juvénile au monde présent sur le dark web. Playpen, aire de jeu en français, est le nom donné à ce site accessible depuis le réseau Tor et qui permet à ses membres, une fois inscrits, de partager et télécharger des images pédopornographiques. La bataille pour la protection des enfants, aussi féroce soit-elle, n'est certainement pas terminée. En effet, les réseaux se reconstituent, parfois après leur démantèlement. Aujourd'hui, le dark web n'a donc pas fini de mettre en péril les droits des enfants. Puis, en ce qui concerne la zoophilie, acte où l'animal est l'objet du désir de l'être humain, est une pratique autrefois connue sous le nom de bestialité, à savoir que les individus ayant une attirance ou une excitation envers des animaux sont appelés zoophiles. Au XXIe siècle, ce terme est souvent utilisé pour désigner le passage à l'acte sexuel effectif qui peut découler d'une attirance zoophile. Dans la plupart des pays, les activités zoophiles sont illégales en vertu des lois de cruauté envers les animaux ou de crimes contre la nature. Cependant, la notion d'abus est contestée par certains zoophiles. Cette pratique est assez courante dans le dark web. Des vidéos et des photos y sont partagées, mais nous n'avons pas plus d'informations sur le sujet. Pour en finir,
Parlons de la torture en ligne qui consiste à kidnapper des personnes, principalement sans domicile fixe, dont personne ne se préoccupe. De cette façon, leur disparition se fait invisible. Ces personnes sont ensuite entraînées dans une pièce appelée Red Room. Dans cette pièce, l'individu subit d'atroces souffrances devant une caméra dont la vidéo circule sur le dark web. Il y a donc des personnes à la cruauté sans égale pour torturer un être humain de bon cœur, mais aussi des personnes ignobles capables de regarder leurs semblables souffrir en y prenant du plaisir. Mais il y a une démarche spécifique pour accéder à de la torture en ligne. Le commanditaire fait une demande de vidéo au tortionnaire qui lui demande une certaine somme d'argent. Et c'est seulement après avoir payé les frais que le commanditaire obtient l'accès du lien et du mot de passe pour entrer dans le site web. L'utilisateur accède ainsi au live show. Les victimes sont présentées par un homme masqué afin de garder l'anonymat. Quant au commanditaire, il aura la possibilité de faire un choix de sélection et de décider quelle torture il souhaite leur affliger. La torture peut aller de la coupe d'un membre jusqu'à la torture à mort. C'est bien l'action la plus horrible que nous ayons trouvée sur le dark web. Nous n'avons pas de témoignages et d'exemples concrets de ces pratiques particulièrement barbares. Et d'autres exemples inimaginables, tels que la zoophilie, existent. Mais il n'est plus là pour nous question de creuser plus avant. Le Deep Web, bientôt dernier espace de liberté sur Internet, le projet de loi sur le renseignement prévoit de surveiller les communications des internautes. Il pourrait ainsi les pousser vers la partie cachée d'Internet où tout est permis. Avec ces mesures de surveillance du net, le projet de loi sur le renseignement pourrait pousser toujours plus d'internautes à quitter la surface du web pour communiquer à l'abri des grandes oreilles étatiques. Le Deep Web pourrait ainsi devenir l'Eldorado des criminels en tout genre, qui souhaitent s'organiser secrètement, mais aussi d'internautes lambda soucieux de préserver leur vie privée. Surveillance impossible. Dans cet espace, la surveillance est quasi impossible. Damien Bancal, expert en cybersécurité et responsable du site spécialisé Zatax, explique « Ce sont des adresses qui sont impossibles à retrouver à moins d'en connaître l'existence, et même en sachant qu'elles existent, on ne peut y accéder sans connaître le mot de passe. » Telle une hydre, la plupart des sites disposent de copies miroirs. Pour l'instant, les terroristes n'utiliseraient que peu le darknet. Ils ont besoin de communiquer à la masse, c'est pour cela qu'ils investissent d'abord les réseaux sociaux, affirme Damien Bancal. Mais face à une surveillance massive des réseaux internet classiques, la donne pourrait changer. Cependant, la cybersurveillance ne changera rien. Les criminels ont appris depuis longtemps à se servir de l'informatique et des outils qui permettent de rester discrets. Les conséquences pourraient donc être les mêmes qu'après la loi Hadopi sur la lutte contre le téléchargement illégal. Les pirates s'étaient alors réfugiés sur le Deep Web pour continuer à télécharger en toute discrétion. En 2010, les services français s'étaient ainsi fait remonter les bretelles par leurs homologues américains sur cette incitation à la discrétion qui rend plus difficile la surveillance des terroristes qui se terrent. Ces surveillances font écho à la liberté d'expression qui est utilisée pour contrer la cybercensure gouvernementale. En effet, la cybercensure interdit tant aux journalistes et citoyens d'évoquer des sujets sensibles que les autorités ne comptent pas faire parvenir à la connaissance des milliers d'internautes. Le darknet a ainsi permis l'émergence de nombreux groupes défendant la liberté d'accès à l'information. Des journalistes sont ainsi formés par Reporters sans frontières aux pratiques du darknet pour leur permettre d'exercer leur liberté d'expression. Mais aujourd'hui, le darknet n'est plus seulement utilisé comme un outil en faveur de la liberté d'expression. Au final, le darknet balance entre défense des libertés fondamentales et pratiques illégales. Ce qui est certain, c'est que le darknet est le lieu pour répondre à l'interdit.